Merci beaucoup Gilles, bonjour à tous et à toutes, merci à tous de nous rejoindre. On a souhaité entendre les piliers de ce qui constitue finalement l'Union européenne. On est à la fois très faiblement émissif et très fortement inclusif. On a vraiment ces deux piliers absolument clés. Très faiblement émissif, on le sait, 30% des émissions viennent du secteur des transports, mais moins de 1% des émissions viennent du transport collectif. Mais on est aussi très fortement inclusif par le développement économique qu'on permet des territoires, par la dimension sociale, et on pourra peut-être aussi y revenir. Mais nous sommes aussi des entreprises qui permettons à leurs collaborateurs d'avoir des parcours professionnels. Et nous avons aussi une capacité à accueillir dans nos entreprises le secteur de personnes qui sont relativement éloignées de l'emploi. Donc on a vraiment cette double dimension qui devrait faire de nous absolument un pilier de la société. Et les politiques européennes devraient partir de ce principe. La première chose, c'est que la nouveauté dans ce Parlement européen, c'est véritablement que la commission des transports est devenue une commission incontournable. Elle était inexistante. Je ne dis pas parce que je suis arrivée, je n'ai pas dit ça. C'est parce que les enjeux de la mobilité font partie de la vie des gens, tout simplement. Et donc cette commission est devenue aujourd'hui la commission de l'avant-garde, puisque aujourd'hui 95% des textes qui sont dans la commission, ce sont des textes législatifs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui, moi, me semble très importante, ça a été difficile de faire cette transition écologique, parce que quand je suis arrivée à la tête de cette commission, je suis désolée de vous le dire, mais d'abord j'étais une femme, alors je suis très contente qu'on soit majoritaire sur les fauteuils, les filles, mais c'est surtout que dans ma commission, il y avait un paradigme très fort, c'était les transports est égal aviation et est égal notamment automobile. C'est-à-dire les autres mobilités n'existaient quasiment pas. Donc on a rectifié le tir, et pour la première fois, on a commencé à parler de transport public, de vélo, vous voyez les choses comme ça. Donc ça a été le grand virage, le virage de la transition. Il y a 15 ans, le secteur des transports, c'était pas le numéro 1. On a laissé faire ce secteur. Aujourd'hui, c'est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre en France comme en Europe, qui ne réduit pas ses gaz à effet de serre depuis 1990. Et là, le Green Deal vient ouvrir le champ des possibles. Pour la première fois, l'Europe se dote, vous l'avez dit, d'un cap. C'est extraordinaire, sauf que c'est très ambitieux. Moins 55% d'ici 2030, c'est-à-dire dans 6 ans, il va falloir mettre les bouchées doubles, parce qu'après, il faut rentrer dans la neutralité carbone. Donc, pour la première fois, on prend nos responsabilités. Deuxième chose, qui vient frapper cette transition, elle ne pourra pas se faire si elle n'est pas juste. Et pourtant, ce secteur des transports, quand on l'analyse, il a un impact phénoménal sur la fracture territoriale dans les pays. Et ensuite, on se rend compte que ces transports pèsent de plus en plus dans le budget des ménages. Les années passent. Malheureusement, aujourd'hui, c'est autour de 13-15% du budget des ménages, et donc ça pèse réellement ce secteur. La dernière chose, après le Covid, et moi j'étais très fâchée, je vous le dis tout de suite, c'est-à-dire le Covid a fait que les États membres ont fait des choix qui n'ont pas été les bons. On a dit il faut sauver l'industrie automobile, il faut sauver l'industrie de l'aviation, alors que moi j'avais dit ils vont se sauver tout seuls, l'activité va reprendre. Sauf que là on a pris un retard monstrueux, notamment sur les comportements. Les gens ont eu peur de reprendre les transports publics, etc. Il a fallu véritablement se battre avec les gouvernements pour accompagner les entreprises de transport public. Moi, je vous le dis, j'ai écrit 2 fois à la Commission européenne et j'ai un peu titillé, notamment Madame Valéane, en disant maintenant, il faut que dans les agendas, le transport public devienne une grande priorité. Et quand je regardais derrière la porte, notamment de ce Covid, et derrière ce qui se passait, eh bien, le drame, c'est la souveraineté industrielle. Donc personne ne veut véritablement ouvrir la boîte de Pandore. S'il y a bien un enjeu sur lequel il va falloir notamment travailler, c'est la souveraineté industrielle. Et moi, durant le Covid, j'ai vu tout le monde commencer à reprendre son vélo. Et donc j'ai été regarder ce qui se passe sur les vélos. En Belgique, partout. Et là j'ai dit, oh là là, mais au fait les vélos ne viennent pas d'Europe. Donc, par l'initiative de ma commission, on a écrit justement
cette résolution, et je voudrais remercier vraiment la présidence belge avec Georges. Voilà, j'ai fait adopter ce plan d'action qui est une stratégie industrielle et en même temps de comportement qu'il va falloir changer. Et ensuite, ça a été la bagarre avec notamment un accompagnement certain, et je voudrais remercier vraiment la présidence belge, mais aussi il a fallu convaincre la Commission européenne. Et c'est là où ça devient très important. La souveraineté industrielle, c'est de la compétence de l'Europe. Je ne vais pas faire tous les textes durant les 5 ans, parce que ça a été dit, mais moi je pense que l'un des plus grands textes qui pour moi est le plus révélateur, c'est quand même le réseau transeuropéen. Le réseau transeuropéen vient nous montrer 3 choses. Tout d'abord, il nous faut un Green Deal ferroviaire. C'est plus possible. Le RTMS, même en France, il n'est pas mis en œuvre. Les réseaux, hop, on se connecte vers nos collègues ukrainiens. Il va falloir faire un choc de mobilité, choc de simplification, choc d'accessibilité dans le ferroviaire. Et ensuite, on se fait narguer. Pourquoi? Parce que le ferroviaire, tous les autres pays sont en train de dire « moi, je veux être le meilleur pour décarboner ». On a les Allemands, qu'est-ce qu'ils font? Ticket climat, 49 €, abonnement, ils prennent... Ils n'attendent pas de dire, et ça c'est vrai, hein, les politiques, on a tendance à dire « non, on va attendre, hein, on va attendre de faire les travaux, des infrastructures, et puis après on répondra à l'offre ». Vous voyez? Eux, ils ne cherchent pas à ça, en fait. Ils ont renversé la machine, ils ont fait l'offre, et ensuite, ils ont été obligés d'adapter les infrastructures, de faire la cadence, d'avoir une qualité de service, à faire un choc d'offre, et on renverse la machine, et ça marche. Donc ça, il va falloir le faire à un moment. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un texte qui s'appelle capacité ferroviaire, qui nous invite tous à dire maintenant, il faut mettre le paquet sur le ferroviaire, et donc moi j'appelle à un nouveau pacte réel sur un Green Deal ferroviaire. Ensuite, deuxième, et je termine par là, deuxième, ça a été aussi l'aventure de cette mandature, c'est-à-dire la question financière. Moi, je le dis de manière assez claire, il y a plein de pays qui ne respectent pas la loi européenne, en fait. Moi, je suis désolée, la redevance poids lourd, je ne comprends toujours pas pourquoi il y a encore des pays qui ne l'ont pas mis en œuvre. Elle est mise en place depuis maintenant le début de la mandature. Ça fait 5 ans, hein, manque à gagner en France, 1,4 milliard d'euros. Donc à un moment, il va falloir vraiment qu'on y aille. Et moi, je pense que ça, c'était le grand oublié, notamment après le Covid. Ils ont fait un plan de relance global. Il y avait tout le monde. Moi, je pense que sur les transports, la prochaine mandature, il va falloir qu'on se batte. Il faut un plan de relance spécial pour les transports. Et là, ça devient, et on rentrera dans la cour des grands, on a commencé à faire la première feuille de route au niveau du Parlement avec un super rapport sur les filières industrielles, et notamment sur ce qu'on ne peut pas nous voler. Je vous le dis, hein, je suis un peu cash, mais à un moment, il va falloir préserver les bijoux de la manie. Les ports, les aéroports, les volontés notamment de faire des endroits hubs qui seront des hubs multimodaux, des forces de frappe géopolitiques demain. Je suis désolée, à un moment, il va falloir aussi montrer des muscles par rapport à la Chine. Hein. Et donc, il y a des rapports qui ont été faits, on a des feuilles de route, la prochaine mandature aussi, en termes de géopolitique, il va falloir commencer à réellement réfléchir et mettre les bons acteurs autour de la table, et pour dire maintenant le rapport de force, c'est pas qu'est-ce qu'on va faire face à la Chine, c'est qu'est-ce que la Chine va faire face à l'Europe. Et là, on va jouer dans la cour des grands. Voilà, merci. Moi, ça fait, depuis que j'étais à Sciences Po, hein, ça fait 20 ans qu'on me dit on va faire la taxe des transactions financières. On l'a fait quand? La taxe kérosène, on l'a manqué à deux voix au Parlement européen. Vous voyez? Moi, je peux vous le faire, hein, c'est hyper simple. La taxe, tout le monde dit qu'il faut taxer les gros profits. Total, c'est 10 milliards d'euros en 6 mois. Ben, qu'est-ce qu'on attend en fait? Vous voyez? À un moment, il faut du courage politique parce qu'on est sur le même bateau. La transition écologique, elle ne se fera jamais si elle n'est pas juste. Donc, il y a des gens, eh ben oui, qu'il faut qu'ils payent un peu plus que les autres. Et ensuite, il faut accompagner les entreprises vertueuses. Et là, on a un vrai problème, Marie-Ange. Parce que dans ta proposition, le volet industriel, il va être fondamental. C'est pas normal qu'aux États-Unis, ils sortent le American Buy Act. Leur plan de transition aujourd'hui, rien que sur l'automobile, c'est 397 milliards d'euros. Milliards, on parle de milliards. Qu'est-ce qu'on attend? Moi, je veux du European Buy Act, et on est capable de le faire. On a réussi tous les trois.
à faire sur le vélo. Et ensuite, il va falloir sanctionner ceux qui ne jouent pas le jeu. Le dumping social, c'est quelque chose aussi dans les transports qu'il va falloir, et moi je le dis dans le maritime, j'attendais le paquet sécurité maritime, il n'y a pas de volet dumping social. Donc à un moment, il faut aussi cadrer l'ensemble. Et je terminerai par une chose qui, moi, me semble incroyable, c'est qu'on a tout pour réussir. On a tout pour réussir. La seule chose qui nous manque à un moment, c'est d'avoir des politiques qui sont courageux. Hein. Il faut des courageux, et pour ça, ce qui va se jouer dans la prochaine mandature, c'est accompagner aussi tous ceux qui vont dans le bon sens. Le secteur des transports, vous l'avez rappelé, représente 25 à 30% de nos émissions de CO2, et donc on doit, suivant le schéma bien connu de vous tous, voir comment on peut éviter des déplacements de marchandises, comment on peut réaliser le transfert modal vers des modes plus respectueux de l'environnement, notamment les transports collectifs, les trains, les bus, les trams, les métros, et voir comment on peut améliorer tout ça avec un constat que nous avons posé au début du conseil informel que j'ai eu le plaisir d'organiser à Bruxelles il y a quelques semaines. C'est qu'il y a une forme d'effet rebond. À la fois, il y a du transfert modal, il ne va pas assez vite, à la fois il y a des améliorations, mais le secteur des transports, dans toutes les prévisions, est le secteur qui va diminuer le moins ses émissions de CO2 dans le futur. Donc on est face à un défi énorme, qui est aussi un défi de sécurité routière. Les modes collectifs sont les plus sécurisés, un défi également de diminution des embouteillages, qui coûte très cher à notre économie. En Belgique, on estime à 5 milliards d'euros. On est un petit pays, mais quand même 5 milliards d'euros annuels, c'est pas rien. Un défi d'accessibilité à tous les publics, de liberté dans la mobilité des uns et des autres. C'est la raison pour laquelle on doit investir les transports publics, comme on l'a fait avec le gouvernement belge pendant 3 ans et demi. Au niveau européen, il y a eu des choses positives et des choses sur lesquelles je pense qu'on devra avancer plus rapidement dans le futur. C'est la deuxième partie du débat. La première des choses très positives, c'est évidemment le Green Deal, le choix collectif de la Commission européenne d'investir, de permettre aux États d'investir via les fonds pour la relance et la résilience. Au niveau européen, on a moins travaillé sur le ferroviaire au cours de ces dernières 5 années. Le paquet ferroviaire date des législatures européennes précédentes. Il y a encore des textes qui sont à l'examen pour le moment, qui seront à l'ordre du jour du Conseil que nous organisons à la mi-juin à Luxembourg. La Rail Capacity Initiative, le texte sur le transport combiné, aussi le texte sur les poids de dimension, c'est là qu'interviennent les mégatrucks. En tant que président de la filière transport, on continue de travailler avec nos collègues pour essayer d'arriver à des orientations générales. On a néanmoins, sous présidence belge, abouti à 9 accords plus ou moins importants dans d'autres filières, le ciel unique européen, la première déclaration européenne du vélo. Je suis très très fier que vous la citiez en exemple. Je pense qu'il y a moyen de faire davantage en matière de mobilité collective, de train, en termes d'investissement, même si on a pu compter aussi sur Connecting Europe Facility, etc., et qu'il y a des enjeux énormes dans une législature. On s'est beaucoup intéressé au carburant plus ou moins durable, au secteur aérien. Il y a vraiment encore des enjeux en matière de mobilité collective si on veut augmenter le nombre de personnes et le nombre de marchandises transportées par train. Un grand merci pour l'invitation à la Commission et à la DG Move justement de venir ici aujourd'hui. Je pense que je suis la seule non francophone de ce panel, donc j'espère que ça va aller, mais je suis très contente d'être là de la part de ma directrice générale Magda Kopczynska qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Oui, justement, ce table ronde est très important. On est vraiment à la fin de la législature et on prépare justement beaucoup. On est plein dedans dans la Commission, à la DG Move justement, de réfléchir sur les priorités prochaines de la Commission, donc je suis très contente d'y débattre.
Quelques mots de ma part sur le bilan de cette commission. Tout d'abord, je pense que tout le monde va être d'accord quand je dis que ça a été un mandat extrêmement chargé. Et ceci, ça a été vraiment guidé par les agendas politiques d'abord très ambitieux, notamment sur le côté durabilité, acte vert, mais aussi, bien sûr, on a dû faire face à plusieurs crises aussi qui nous ont affectés et on a dû faire face à ces crises-là. Donc, peut-être d'abord sur la décarbonation, ça a déjà été mentionné, on a mis beaucoup de propositions sur la table, justement pour avancer l'agenda vert, qui a vraiment été une priorité de cette commission. Bien sûr, on travaille tous envers l'objectif qu'on a mis pour 2050, comme on le sait tous, de rendre le continent européen un continent neutre pour le climat. Et justement, le secteur du transport joue un grand rôle là-dedans. On va devoir réduire les émissions de 90%, pardon, 90% pour 2050 pour y arriver. Donc la première chose qu'on a fait à la DG Move, à la Commission dans le secteur de transport, c'est en fait de mettre sur la table une nouvelle stratégie, une stratégie pour la mobilité soutenable et intelligente. Et ça a vraiment été notre plan d'action qu'on a suivi pendant tout ce mandat. Quelques initiatives qu'on a prises qui faisaient partie de ces stratégies. Tout d'abord, vraiment, le paquet Fit for 55, c'était vraiment un grand chantier qui a couvert tous les différents secteurs de l'économie et transport inclus, de manière horizontale, avec justement les processions sur la taxation, d'aligner les tarifications des secteurs à leur impact environnemental, justement. Donc il y a eu beaucoup de ces initiatives horizontaux, mais aussi sectorielles pour le secteur de transport. On a eu par exemple, bien sûr, les mesures pour promouvoir les véhicules à zéro émission, comme on le sait, le déploiement d'infrastructures de recherche. Et on a aussi pris des initiatives pour décarboniser les secteurs qui sont un peu plus difficiles à décarboniser, comme l'aviation et le maritime, à travers Refuel EU et Fuel EU Maritime. Deuxièmement, dans ces stratégies aussi, on a mis sur la table et on a eu l'accord avant la clôture de ce mandat et on en est très content. C'est bien sûr la refonte du règlement RTET sur le réseau transeuropéen de transport. Donc ça a été une proposition et une mesure très très importante parce que ça, il s'agit aussi de moderniser justement l'infrastructure européenne pour justement prendre en compte ces nouveaux objectifs par rapport à la durabilité, d'avoir une infrastructure intelligente. Troisièmement, et là on a déjà eu une mention de ce paquet, on a mis sur la table un paquet sur le verdissement du fret, justement, qui vise à encourager le report modal, favoriser les véhicules lourds à zéro émission aussi. Et ces propositions-là sont notamment toujours en discussion par le co-législateur. Je voulais aussi faire un petit mot sur le fait qu'on a aussi travaillé, comme Madame la Présidente a évoqué au début, sur l'agenda urbaine. C'est clair que c'est un domaine où beaucoup de responsabilités, c'est clair que c'est au niveau national, régional, local. Mais nous, au niveau européen aussi, on travaille là-dessus. Comme vous le savez, on a mis en place un cadre vraiment pour promouvoir la mobilité urbaine durable au niveau européen, en coopération avec les États membres. On a des groupes d'experts là-dessus. Et aussi, comme a été évoqué aussi, dans la révision RTET, on a inclus justement un nouveau provision justement pour les nœuds européens qui doivent maintenant produire tous leurs plans de mobilité urbaine durable. Et aussi, on a pris d'autres initiatives qui a été mentionnée déjà aussi, comme la déclaration européenne sur le vélo, justement, que notre commissaire Vălean a co-signé avec mes collègues juste ici. C'est clair qu'on a mis en place vraiment une direction très claire. Et vous avez demandé, est-ce qu'on aurait pu faire plus au plus vite? Je ne suis pas sûre. Il faut vraiment être conscient de l'importance de tous ces paquets qu'on a mis sur la table. Toutes ces législations vont vraiment demander des transformations très importantes de la société, de nos secteurs.
Il faut travailler main en main le secteur transport avec le secteur énergie, par exemple, maintenant, pour ces recherches qu'il va falloir faire, l'infrastructure de recherche, etc. Donc c'est vraiment un gros chantier. Donc ça va prendre du temps. On a la direction maintenant, on a les ambitions très claires, mais ça va prendre du temps maintenant à mettre tout ceci en œuvre. Et je pense aussi, il faut être très clair tout le monde doit avancer au même pas. Et il faut aller vers l'avant ensemble. Donc, j'avais pensé, quand vous avez posé la question, je me rappelle, il y a quelques années, on a fait un eurobaromètre, on demandait justement les personnes, alors, est-ce que vous êtes favorable à l'agenda durabilité et tout ça? Oui, oui. Mais après, quand on leur demande, est-ce que vous êtes prêts à payer plus pour leur transport, les services, etc., et là, c'était pas aussi haut. Donc, c'est clair que ces changements de société vont pas nécessairement être faciles dans tous les cas, et ça va avoir un coût, et ça a déjà été évoqué justement qu'il va falloir investir et financer beaucoup d'investissements pour aller vers l'avant. Je voulais seulement dire un mot aussi sur les crises qu'on a vues. On a vu notamment la pandémie. Là, on a travaillé beaucoup dans le secteur transport aussi. Il fallait garder la libre circulation de biens ouverts pendant cette pandémie. On a établi les corridors verts justement pour faciliter. Quand quelques pays avaient commencé à fermer leurs frontières, on a travaillé justement pour garder ouvert une circulation des biens et des travailleurs dans le domaine du transport. Également, quand on a vu la crise et l'agression de la Russie contre l'Ukraine, on a mis en place des corridors de solidarité pour aider à trouver de nouvelles corridors entre l'Ukraine et l'Union européenne, pour que l'Ukraine puisse exporter et importer les biens qu'ils ont besoin. Donc, on a vraiment été aussi à l'avant, je dirais, comme réponse à plusieurs crises dans le secteur de transport. Donc, je pense que ceci a été reconnu, justement, l'importance de ce domaine. Oui, déjà dire, puisqu'on l'a lu qu'au comité des régions, on a vraiment trouvé votre manifeste tout à fait excellent, on le partage à 100%, donc c'est bravo pour ce travail. Sur les questions financières, vous avez évoqué les fonds structurels. Juste pour précision, ça n'est pas possible en France, par exemple. L'accord de partenariat en France autorise très peu de fonds structurels à aller alimenter les transports. C'est vraiment une toute petite part qui est uniquement sur les pôles intermodaux de mémoire et un peu de pistes cyclables. Mais voilà, la Commission a considéré, je pense, que la France était un pays suffisamment riche pour se passer des fonds structurels sur ces questions d'infrastructure. Ceci dit, quand on voit nous les budgets des régions qu'on met, heureusement que on n'irait pas très loin avec nos fonds structurels, on ne ferait pas beaucoup de kilomètres de LGV. Bon. Voilà, et effectivement, rappeler que ce CEF, ou ce mécanisme d'interconnexion européen, je crois que c'est à peu près 26 milliards, donc c'est, je crois, même pas 2% du budget de l'Union européenne, alors qu'on l'a tous dit, cette question des transports publics, elle est majeure pour préparer le futur, et je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas, c'est décevant qu'il n'y ait pas un potentiel, qu'on n'ait pas une vision d'un investissement massif dans un réseau de transport transeuropéen. Ça permettrait en plus de convaincre les citoyens que l'Europe est incarnée sur le continent. Ce serait vraiment quelque chose, un objet, un des grands travaux, une infrastructure durable, peu polluante, et qui serait véritablement un cadeau pour les générations futures. Donc je pense qu'il faut, notamment dans le cadre d'un élargissement en plus, où il y a des questions de défense sur le nombre de ponts qui ont été démolis sur le Danube, il faut tout reconstruire. Si ce MIE reste tel qu'il est, ce mécanisme d'interconnexion, il est évident que les ambitions du RTET ne seront pas remplies ni à court terme ni à moyen terme. Merci beaucoup. Le micro à Karima, quelques minutes. Alors, tout d'abord, il va falloir se doter de courage, et je vous dis de détermination pour la prochaine mandature, dans la mesure où lorsque je regarde un peu l'état des lieux, et Georges l'a un peu dit, le Parlement européen ne ressemblera pas au Parlement actuel. On va avoir le retour des climato-sceptiques,
on va avoir des anti-européens dont le seul but, c'est de détricoter le pacte, notamment du Green Deal. Donc, il va falloir s'armer de patience, mais de détermination, et donc, il va falloir être présent à Bruxelles pour défendre nos intérêts, parce que si nous, on ne défend pas nos intérêts, personne ne le fera à notre place. Donc, il va falloir défendre le Green Deal. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir faire de la cohérence. Et moi, je le dis devant la Commission européenne, parce que tout le monde regarde ce qui se passe au Parlement européen parce qu'il y a des votes, mais la composition de la Commission européenne va être déterminante. Je rappelle quand même qu'il y a des pays qui ne sont pas d'accord, notamment sur des nouvelles législations. Il y en a même qui disent qu'il faut faire des pauses environnementales. Moi, je veux bien, mais la planète, elle ne fait pas de pause. Hein. D'accord? Donc, il va falloir regarder de manière très, très vigilante qui sont ces gens qui vont commencer à négocier des textes qui pourraient nous revenir en arrière. Troisième chose qui, moi, me paraît essentielle, et Marie-Ange, merci pour votre travail, qui est excellent, mais tu tires la sonnette d'alarme sur quelque chose qui, moi, m'effraie, hein, je vous le dis. Hein. Il y a une chose sur mon bureau que je regarde quasiment tous les jours, notamment, c'est la reconnaissance des métiers des transports. Vous pouvez regarder n'importe quelle région, n'importe où en Europe, les métiers des transports ne sont plus attractifs. Regardez, ici en Ile-de-France, moi on me dit il manque 5000 chauffeurs de bus. Dans ma région, je rappelle qu'il y a eu 11 000 trains qui ont été supprimés parce qu'il me manque des conducteurs de train. Je regarde la pyramide des âges dans le train, je me dis dans 5-10 ans, ils vont tous partir à la retraite. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à la reconnaissance des métiers du transport? Et là, je prends tout, hein, parce que là, le report, et je suis d'accord avec Georges, de dire il faut mettre l'accent et le paquet sur le fret ferroviaire, mais en même temps, c'est en contradiction avec ce que vous faites, la Commission. Moi, je ne suis pas d'accord de relancer le fret et en même temps, vous faites des méga camions. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Les méga camions, je comprends que la fenêtre de tir, c'est de réduire les émissions dans les camions pour mettre des batteries. Ça, je veux bien. Mais les batteries dans les camions, on ne les a pas avant 5-10 ans. Donc, il y a un truc qui ne va pas, en fait. Pourquoi vous ne nous aidez pas à relancer le fret? Parce que là, vous allez nous tuer le Green Deal. Donc, à un moment, il va falloir aussi que la Commission ne sorte pas des textes qui sont en contradiction réelle avec, notamment, ce qu'est le Green Deal. Très rapidement, donc vous avez, on a un effet produit à manifeste qui est à votre disposition si vous ne l'avez pas, qui comprend 12 mesures de nature très diverse, donc je ne vais pas revenir sur ces 12 mesures. Moi, je vais peut-être me revenir sur une ou deux. D'abord, je pense qu'un des points peut-être qu'on a un peu dit, mais je voudrais redire, et on l'a beaucoup nous poussé en France, et en fait finalement, il faut maintenant qu'on arrive à aller plus loin, c'est le choc d'offres. Parce que ce qui est en fait le cœur du sujet, on le sait, c'est le choc d'offres. Pourquoi nous avons eu un report modal inversé au minimum, en tout cas dans le transport de voyageurs depuis quelques années? C'est parce que ce choc d'offres n'a pas été réanimé. Il faut réanimer le choc d'offres. Et ce choc d'offres, il n'y a quand même pas de mystère, il faut quand même un peu de sous. Donc, je reviens sur quand même deux mesures que nous avons dans ces 12 mesures. Et il y en a deux, on peut en tenir sur même plus. Première mesure, je l'ai esquissée en introduction, quand même, et peut-être ça revient aussi à la taxe poids lourd, pollueur-payeur, c'est quand même vertueux. Donc il faut aller vers cette réflexion sur pollueur-payeur, et il faut que l'Europe l'apporte avec l'ensemble de ses États, et que donc c'est une source à la fois de ressources additionnelles pour les plus vertueux et de pénalisation pour les moins vertueux. Donc c'est autour de cette première règle que l'UTP souhaiterait que le cadre financier s'inscrive. Dans la même veine, évidemment, alors il y a déjà eu une révision au cours de la mandature précédente, mais les quotas d'émissions ont été révisés. Nous, on avait souhaité qu'on flèche vers les transports publics une partie des ressources. Le sujet va se rouvrir, le sujet des quotas d'émissions. Et nous, on sera actifs et on poussera ce sujet du quota d'émissions qui doit continuer à être travaillé, bien compris, et sur lequel une ressource peut venir en support du choc d'offres. Donc c'est vraiment deux des points. Il y a beaucoup de... Je ne sais pas s'il y a
quelqu'un expert au centre de l'Europe pourrait nous dire combien d'argent va pour le transport si on fait les fonds structurels, si on fait les différents mécanismes. Mais pas tant que ça, je crois. Hein. Donc regardons d'une manière transversale, quelle est la part qui va vers à l'aide du choc d'offres et au transport? Peu. Donc on a des mécanismes qui existent. Certes, le budget européen est faible, mais il y a quand même beaucoup de fonds et d'autres qui arrivent, puisqu'il y a le Fonds social pour le climat, il y a évidemment le mécanisme sur l'interconnexion. Donc il y a des endroits, il y a des poches. Prenons dans ces poches pour véritablement mettre les actes en lien avec les paroles. On a dit que la Commission, le Parlement et le Conseil avaient eu un discours relativement favorable au transport. Et alors Karima nous a donné la perspective. Si on prend la perspective historique, on va se dire waouh, c'est génial, le transport public est vraiment maintenant passé sur le devant de la scène. Mais il y a encore une étape sérieuse à passer qui est de mettre les fonds en liaison avec le discours et l'action collective. Au-delà de l'environnement, la congestion des villes, l'ensemble des éléments, et on en revient aux fondamentaux du transport public que j'indiquais, faiblement émissif, fortement inclusif. Allons-y pour financer de manière plus forte le transport collectif au niveau européen. Infrastructure, investissement, il faut maintenant mettre en œuvre, sur la base de la nouvelle réglementation RTET, il faut investir dans l'infrastructure en Europe. Et, ici, on a la durabilité qu'on a parlé, on a l'agenda intelligent, mais on a aussi deux autres considérations que je voudrais mentionner. La première, c'est que non seulement nos réseaux doivent devenir plus résilients pour faire face au changement climatique. Ça, c'est quelque chose qui vient de plus en plus. Nos infrastructures doivent pouvoir faire face à un temps plus chaud. Les différents événements qu'on voit maintenant venir avec le changement climatique. Deuxièmement, elles doivent aussi pouvoir répondre aux besoins accrus en sécurité et militaire mobilité avec la situation géopolitique qu'on a. Donc ça, ce sont deux nouveaux éléments qu'on doit aussi prendre en compte dans nos travaux sur la RTET. Le financement a déjà été mentionné. Il faut trouver l'argent, niveau européen, niveau national, niveau aussi. Il faut engager le secteur privé pour investir dans tous nos projets. Les besoins sont grands. Et je peux vous dire, Connecting Europe Facility a déjà été évoqué. On a presque plus de fonds. Ça a été très positivement reçu. Et on a eu beaucoup de demandes. Maintenant, on n'a plus d'argent. Un grand défi pour la nouvelle commission, ça va être justement de mettre sur la table une proposition sur la nouvelle perspective financière. Et comme on le sait, ça c'est quelque chose, c'est un débat qui est très difficile, c'est une négociation qui est très difficile, mais c'est là où on va voir justement si le financement au niveau européen va venir avec les paroles, comme dit au début. Donc ça c'est quelque chose bien sûr. Dernier point, et je sais, c'est l'Ukraine, continuer à soutenir l'Ukraine. Il y a aussi une relance de processus de l'élargissement, non seulement pour l'Ukraine, Moldavie, Géorgie, on a les pays des Balkans. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui va être haut sur l'agenda de la nouvelle commission et aussi pour notre travail dans les secteurs de transport. Merci. Apporter quelques mots de remerciement. D'abord, remercier les équipes de l'UTP qui ont organisé ce débat et qui ont travaillé évidemment de manière très collective au manifeste. Merci Florence, merci Jean-Philippe, merci à toute l'équipe. Remercier Gilles de l'animation toujours parfaite de ce débat. Et puis remercier tous nos intervenants. Ça fait du bien d'avoir de la passion, de l'engagement et de l'intérêt pour les transports publics et pour une Européenne convaincue, d'avoir des Européens convaincus autour de la table. Donc merci beaucoup. Puis on se souhaite bonne chance collective et je vous donne rendez-vous bien évidemment à Strasbourg. N'oubliez pas, entre le 1er et le 3 octobre, puisque cette année, avec nos amis du GART, nous organisions le European Mobility Expo à Strasbourg du 1er au 3 octobre. Donc merci à tous et à toutes, merci de votre présence et merci encore à tous ces intervenants si dynamiques et passionnés. Merci.